Bonjour et bienvenue à ce dernier webinaire de l'année. Donc on a eu le mois de juin, le mois de septembre et maintenant c'est le dernier de l'année. Ravi que vous soyez tous là, bienvenue. Avant de vous donner un peu les thèmes d'aujourd'hui, je voulais juste vous rappeler que si jamais vous avez des questions tout au long du webinaire, vous pouvez de toute façon les poser dans le chat et j'y répondrai à la fin dans la partie Q&A. Sinon, aujourd'hui, ce dont on va parler, c'est justement des nouveautés qu'il y a eu depuis septembre sur les différents réseaux sociaux. Et on va commencer avec TikTok d'abord. Donc là, on a 2-3 petites nouveautés pour les spécialistes du marketing que nous sommes. Ensuite, on enchaînera sur Google et YouTube, et puis Pinterest, et puis finalement LinkedIn et Meta, donc un peu les dinosaures des réseaux sociaux, enfin bref, je dis ça gentiment, ceux qui existent depuis longtemps, disons. Voilà, alors commençons tout de suite avec TikTok. Donc sur TikTok, il y a 3 différentes nouveautés qui sont quand même très liées aux spécialistes du marketing, enfin qui sont là pour les marketeurs justement, parce que c'est pas dans l'utilisation de l'application en soi que ça change quelque chose, mais c'est vraiment dans la création de contenu publicitaire dessus. Premièrement, donc c'est le ciblage. Il y a l'idée que maintenant on peut cibler les utilisateurs qui présentent en tout cas un comportement qui laisse penser qu'ils sont prêts à l'achat. Donc on peut cibler vraiment sur les gens qui sont prêts à convertir, ce qui fait une grande différence vu que comme ça on est vraiment tout en bas du tunnel de vente. Et ça peut être intéressant justement dans les conversions, enfin dans les campagnes de conversion qu'on fait en général dans un 3e temps, après avoir fait des campagnes d'awareness, de consideration, et après on passe aux campagnes de conversion. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que ça peut être très intéressant de pouvoir cibler sur les gens qui présentent en tout cas un comportement qui laisse penser qu'ils seraient prêts à acheter. Alors bien sûr, après on peut encore plus vraiment limiter le ciblage à des intérêts particuliers. Donc forcément, la seule chose c'est que plus on cible de manière spécifique, plus forcément on va avoir des coûts qui seront plus élevés pour atteindre ces gens, parce que plus rares, donc plus cher. Mais on peut avoir des résultats qui sont aussi on va avoir plus de conversion, par exemple un taux de conversion plus élevé. Donc c'est un peu une balance à trouver entre les deux. Et en fait, c'est un type de ciblage qui n'est pas totalement révolutionnaire en soi, parce que ça ressemble quand même plutôt au groupe cible in-market sur Google. Mais c'est vrai que ça reste quand même des audiences très intéressantes pour les personnes qui font justement des campagnes de conversion ou qui aimeraient faire des campagnes de conversion sur TikTok. D'ailleurs, quand on veut faire des campagnes sur TikTok, il y a aussi cette nouvel aspect qui est justement la Smart Performance campagne. Et ça, c'est en fait, là encore, pas quelque chose de révolutionnaire dans le monde des réseaux sociaux de manière générale, mais sur TikTok, c'est nouveau. Et en fait, ça s'inscrit dans la même idée qu'avait déjà lancé Meta il y a quelques années en mettant un budget de campagne et une adaptation. Et là, ils ont réduit, par exemple, le nombre d'objectifs marketing. Donc, c'est un peu dans cette idée-là, disons. Ça s'inscrit aussi dans la même idée que Google aussi, qui a aussi fait ce genre de produit, à savoir l'idée c'est une solution d'automatisation en fait, de la campagne, c'est-à-dire qu'on va juste mettre l'objectif marketing, le budget, le pays, mettre tous les visuels, les créatifs dedans. Et après, en gros, c'est le robot qui décide, qui se débrouille, qui fait son optimisation en fonction de ce qui fait du sens. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir la meilleure performance avec le moins d'efforts possible humains, disons, de l'autre côté. Donc c'est pour ça que c'est très adapté aux personnes qui n'auraient pas forcément les ressources à l'interne de vraiment contrôler la campagne en permanence, etc., ou l'adapter, l'optimiser, etc. Ou alors, justement, les gens qui veulent se lancer sur TikTok, les entreprises donc, qui veulent se lancer sur TikTok et qui préfèrent faire justement une première campagne un peu de test, voir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut optimiser au maximum, quelles sont les données qu'on peut vraiment avoir, etc., ou quelles sont les performances qu'on peut atteindre, en laissant faire les robots finalement. Parce que c'est vrai que souvent on a tendance en tant que marketeur à penser qu'on connaît mieux que personne notre public cible, que nous on sait ce qu'ils veulent, que nous on sait qui ils sont, que nous on sait quel est leur comportement, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on a toujours des biais en tant qu'être humain, de manière générale, et qu'on est toujours biaisé par
notre propre consommation des réseaux sociaux ou notre propre consommation tout court de la publicité, dans le monde dans lequel on évolue. Donc forcément, en étant dans le marketing, on est toujours dans cette bulle du marketing, donc on est un peu très biaisé déjà par ça. Et puis par tous les autres biais, comme par exemple, rien que l'idée qu'on peut penser « Ah ben TikTok, c'est pas pour moi, parce que de toute façon, TikTok, c'est pour les jeunes, ils ont tous 13 ans, ils font des petites danses, etc. » Alors qu'en réalité, les chiffres montrent qu'actuellement, ce n'est plus ça, TikTok, et que ça a extrêmement changé, ou en tout cas, ça a nettement changé depuis le début. Et pourtant, on reste avec ce biais-là, et donc du coup, en tant qu'être humain, on pourrait se dire « Ah ben non, c'est pas le canal qui est approprié ». Pourtant, en faisant des campagnes et en laissant les robots optimiser à notre place, on pourrait se rendre compte que finalement, on a peut-être tort. Donc, c'est vraiment un peu l'idée d'aussi laisser parfois faire les robots pour vraiment optimiser au mieux, finalement, parce qu'ils ont des informations que nous, on n'a pas et qu'on n'aura jamais. Surtout si on utilise beaucoup les pixels, par exemple, dont je vais parler justement maintenant. Donc, c'est le troisième point. C'est le partage de pixels. Donc, pixels, je ne sais pas si tout le monde est au clair sur ce que c'est. Je vais juste le rappeler au cas où. Pixel, c'est en fait un code HTML, c'est une barre de code HTML qu'on met sur le site qu'on a, et en fait qui va traquer du coup le comportement des utilisateurs du site internet. Donc, c'est pas un code qu'on met pour tous les réseaux sociaux. Chacun des réseaux sociaux a son propre pixel, et du coup, chacun des réseaux sociaux traque en fonction de son pixel à lui. Et après, l'intérêt en fait de ces informations qu'il va traquer là, c'est qu'en amont sur ces campagnes qu'on fait sur ces réseaux-là, donc là en l'occurrence TikTok, la campagne va pouvoir être optimisée en fonction des informations que le pixel aura récoltées sur le site internet. Donc sur les comportements des gens, est-ce qu'on atteint les bonnes personnes, est-ce qu'ils restent longtemps, combien de temps ils restent, sur combien de pages, etc. etc., etc. C'est toutes les informations que le pixel récolte et sur lesquelles ensuite tout l'algorithme optimise. Donc maintenant sur ces pixels-là, maintenant on peut les partager avec d'autres business center, accounts, etc. pour finalement pouvoir optimiser encore plus les publicités. En soi, ça non plus, c'est pas révolutionnaire, ça existe déjà sur Meta, on peut partager les pixels d'un compte à l'autre, mais c'est nouveau en tout cas sur TikTok. Donc voilà, ça c'était pour les nouveautés TikTok. On va passer à YouTube et Google, enfin bref, un peu la même chose. Et on va commencer avec Google Shopping. Donc là, il y a plusieurs nouvelles fonctionnalités dans Google Shopping. C'est l'idée qu'on peut mettre une valeur derrière une conversion. Et du coup, on peut mettre une valeur par défaut sur quelle est la valeur d'une visite en boutique ou d'une vente. Bon, la vente, c'est assez clair quelle est la valeur, mais la visite en boutique, etc. On peut aussi avoir des informations, par exemple, si on a bien sûr fait tous les liens avec son shop, etc. Mais on peut avoir les informations sur chacun des produits, les performances de chacun des produits séparément, comment eux ils performent, pour pouvoir aussi adapter en fonction aussi les publicités qu'on fait par produit. Et puis ensuite, on peut aussi avoir une fonction qui fait qu'on montre les offres en fait, qui sont actuelles. Dans Google Shopping, on va avoir les offres actuelles, on va avoir les possibilités de télécharger, etc., les offres. Et dans un troisième temps, on a aussi les informations sur les retours et données d'expédition qui sont directement en dessous de produits en fait, qu'on voit dans Google. Quand on cherche sur Google un des produits, on a en général au début Google Shopping avec des produits où il y a le prix. Et en dessous, maintenant, on peut avoir aussi les données d'expédition, les retours, etc., les conditions en fait. Pour que ça soit vraiment encore plus simple, parce que c'est vrai que de nos jours, c'est des informations, que ça soit la date de livraison, l'expédition, le retour, que ça soit est-ce qu'il y a des offres, des avantages, etc. Tout ça, c'est des informations que l'utilisateur veut avoir et rapidement et pas devoir chercher extrêmement longtemps. Et du côté de la personne qui fait les publicités, c'est important de savoir aussi justement quel produit fonctionne le mieux, de quelle façon, d'avoir des insights vraiment encore par produit et pas juste sur la campagne de manière générale. Ensuite, YouTube. Donc là, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est plus un cas et un peu un thème dont je voulais parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on a fait pour plusieurs de nos clients. Là, c'est l'exemple d'Audi, mais c'est pas le seul. Et en fait, c'est l'idée de restructurer
et de donner un look and feel en fait, cohérent à une page YouTube. Parce que c'est vrai qu'avant, et souvent en fait, sur des chaînes YouTube, on charge des choses sur YouTube parce qu'on a envie d'en faire des publicités ensuite, et puis on va les charger dans toutes les langues. On va juste écrire trailer 15 secondes, trailer 30 secondes, trailer 2 secondes, enfin bon, non, 2 c'est pas vrai, mais vous avez compris le principe. Et après on aura en plus le même titre pour ensuite allemand, français, etc., italien, anglais encore. Et donc au final, on se retrouve avec une chaîne en fait YouTube qui n'a aucune cohérence, aucun sens, où en fait on ne peut avoir que des vues payantes parce que de manière organique c'est impossible à trouver et c'est impossible à vraiment avoir envie de cliquer dessus parce qu'on comprend rien. Donc tout ça on a un peu nettoyé, on a restructuré, on a fait vraiment une structure qui fait qu'on a pour chacune des vidéos, déjà on a fait des playlists par thème, par modèle de voiture, par aussi thème, donc justement comme la Swisski ou les ambassadeurs ou des choses comme ça. On a fait aussi des vignettes, donc des thumbnails qui sont pour toutes les vidéos qui ont la même structure, c'est-à-dire que le logo est toujours en haut à gauche. Mais on pourrait s'imaginer aussi avoir plus de choses. On pourrait avoir des... Je ne sais pas si vous voyez les thumbnails que les youtubeurs sinon font. On pourrait s'imaginer qu'une marque qui n'est peut-être pas aussi... qui n'a pas du tout le même rendu maintenant qu'une marque comme Audi, mais une plus petite marque ou une marque qui veut se différencier dans les thumbnails, fasse quelque chose d'encore plus catchy, que vraiment dès qu'on voit dans le feed, on s'arrête dessus, on clique dessus, etc. Et c'est vrai que ça amène beaucoup. Le thumbnail est là vraiment pour attirer l'œil et il faut qu'on ait envie de cliquer dessus. Et puis ensuite, justement, chaque vidéo n'est téléchargée qu'une fois dans une langue, en général, là en l'occurrence, l'allemand. Et puis après, en fait, pour le français, l'italien et l'anglais, du coup, il y aura des sous-titres qui expliquent la vidéo, au lieu de la télécharger en 3 langues, etc. Et puis aussi les descriptions. Donc là, on a des descriptions qui sont vraiment écrites et rédigées, et pas juste trailer e-tron GT allemand. Il y a vraiment une rédaction qui est faite derrière. Et c'est vrai que ça amène beaucoup, parce que finalement c'est un moteur de recherche, comme tous les mots-clés, le SEO, etc. Tout ça, ça compte. Et ça peut amener en tout cas du trafic organique. Et c'est sûr que le nombre de followers a augmenté aussi depuis. Pas seulement à cause de ça, bien entendu. Il y a aussi forcément la publicité payante. Mais c'est vrai que ça amène quand même plus de visibilité sur les vidéos et c'est plus cohérent déjà. Et finalement, YouTube, comme tous les réseaux sociaux, c'est une vitrine et donc autant en prendre soin et essayer de ne pas faire une vitrine totalement chaotique, mais d'avoir une vitrine qui ressemble à la marque au final. Et pour Pinterest, alors Pinterest, on en a parlé plusieurs fois de Pinterest, etc. Il y a plusieurs fois eu un peu des thèmes assez similaires. Mais là, enfin, Pinterest Trends, qui existait déjà dans les UK, etc., et qui était déjà disponible là-bas, est enfin disponible dans la région d'Art, donc Allemagne, Autriche et Suisse. Et c'est un outil très intéressant, parce que c'est un outil dans lequel il y a 2 façons de l'utiliser en fait. Soit on note ses mots-clés. Si par exemple... Je vais prendre l'exemple le plus flagrant dans notre période de l'année maintenant. Si on prend Noël et qu'on clique sur Noël et qu'on met Noël comme mot-clé, ça va nous montrer, comme ici on voit un barème, une courbe, et on va se rendre compte que Noël, ça commence à être recherché à partir du mois d'août. On commence à réfléchir à ce qu'on va faire à Noël, les décorations, les bricolages, etc., à partir du mois d'août. Donc, et ça je vous l'avais déjà dit, donc les personnes qui sont déjà venues la dernière fois s'en rappelleront, je vous l'avais déjà dit en septembre, en réalité les campagnes de Noël, sur Pinterest maintenant particulièrement, commencent ou pourraient commencer ou serait bon de commencer déjà en août-septembre. Parce que c'est à ce moment-là que les gens commencent à se poser des questions sur Noël, à s'imaginer, et puis parce qu'aussi, on en avait parlé la dernière fois, le comportement sur Pinterest est très différent du comportement qu'on peut avoir dans d'autres réseaux sociaux. Les gens qui sont des Pinteresters, ou je ne sais pas comment vous les appelez, c'est des gens qui planifient. Ils planifient en avance, ils veulent être inspirés, ils veulent qu'on regarde, enfin vraiment se faire un peu un tableau, un peu d'inspiration, et prendre le temps de faire les choses.
Donc, ils prennent le temps de créer surtout un Noël d'exception, très particulier, etc., dans le thème qu'ils auront choisi. Du coup, l'intérêt vraiment là de commencer à faire de la publicité pour tout ce si on a des choses à proposer pour Noël, de commencer tôt à les proposer. Donc il y a soit cette possibilité-là de chercher un mot-clé et puis après on voit la trend par rapport à ce mot-clé. Il y a des mots-clés supplémentaires qui sont proposés ensuite. On peut voir un peu des inspirations, des pins qui sont dans ce mot-clé. Comme ça on a un peu l'idée du look and feel de ce qui pourrait fonctionner. Et la deuxième façon d'utiliser cet outil, c'est en fait, sur le côté, on a une possibilité de mettre son public cible. Par exemple, de mettre, moi je sais que mon public cible s'intéresse, si on prend, je sais pas, disons, aux voitures, ou à l'architecture, ou à la beauté, ou n'importe, il y a différentes branches. Et puis, mon public cible est entre 25 et 30 ans, ou 25 et 34 ans, ou quelque chose comme ça. C'est plutôt des femmes ou plutôt des hommes, etc., etc. Donc on liste sur le côté un peu quel est notre public cible. Et ensuite, on va voir en fait quelles sont les tendances en termes de mots-clés. Donc on va pouvoir se dire, bon, okay, si pour mon public cible, actuellement, ce qui est important, c'est comment je vais me maquiller pour Halloween, parce que je suis une marque de make-up, que mon public cible est plutôt jeune, etc., je vais pouvoir me dire, ok, donc ça veut dire qu'il faut que je fasse à peu près à ces périodes de l'année des campagnes autour de ces produits-là qui sont adaptés à ce que les gens cherchent à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment un outil extrêmement intéressant et qui permet vraiment d'adapter ensuite ces campagnes publicitaires au bon moment, en fait, dans l'année. Et là encore, ça rejoint ce que je vous disais avant, c'est que parfois on a l'impression, parce que nous, en tant qu'êtres humains, souvent, et si on n'est pas forcément un Pinterester qui planifie tout 6 mois en avance, peut-être qu'on va commencer à penser à Noël maintenant, à peu près. Au cadeau de Noël, on y pense maintenant, etc. Et du coup, en fait, on va penser que c'est maintenant le bon moment de faire la pub, alors qu'en réalité, sur Pinterest en tout cas, c'est déjà beaucoup trop tard. On est déjà énormément en retard, et puis on ne pourra plus rattraper ce retard-là en quelques semaines avant Noël. Maintenant, il reste 4 semaines, et ce ne sera plus possible de rattraper ça. Donc, l'idée de, encore une fois, connaître les réseaux sur lesquels on veut faire de la publicité, comprendre le comportement et pas forcément toujours partir de son propre comportement, mais de comprendre le comportement des gens qui l'utilisent. Ensuite, LinkedIn. Alors, LinkedIn, ils ont plus ou moins une nouvelle... en tout cas, c'est un nouveau format publicitaire, parce que ça pouvait déjà être utilisé de manière organique, mais là, on peut le promouvoir. Donc, c'est vraiment l'idée d'un post qui intègre en réalité un document. Donc le document, ça peut être un PDF, ça peut être un PowerPoint, ça peut être différentes choses comme ça. Et en fait, du coup, on va pouvoir promouvoir ça directement. Donc typiquement, si on a une fiche produit sur un produit en particulier et qu'on veut vraiment montrer ça à un public cible très particulier aussi, on va pouvoir directement l'intégrer dans la publicité en faisant des document ads. Et après, les gens peuvent cliquer dessus, voir le document. Et puis à la fin, on peut même intégrer un lead ads. Donc on peut même intégrer, par exemple, un formulaire en fait, de contact, à peu près. Donc ça veut dire qu'on pourrait dire, par exemple, on veut montrer, je ne sais pas moi, à des CEO, quelque chose comme ça. On a un produit qui est spécialement fait pour les CEO. On veut leur montrer un produit. On fait un document ads avec le PDF de notre fiche produit. Et à la fin, on met un lead ad où on peut mettre donc un formulaire où les gens peuvent remplir s'ils veulent apprendre, par exemple, faire un appel de conseil. Et ça peut être pratique parce que du coup, au moins, il y a plusieurs avantages à ça, c'est qu'on ne sort pas de l'application. Donc ça veut dire qu'on gagne, en fait, parce que comme je vous l'ai déjà dit, je pense au tout début, au premier webinaire, plus il y a de clics, plus on perd les gens. Donc ça veut dire qu'il faut minimiser le clic jusqu'à l'information. Là, c'est sûr que si le document il est directement dedans, c'est encore mieux que d'avoir un lien, parce que si on a un lien qui amène sur une page, déjà c'est un clic supplémentaire, alors que là, directement, c'est dans l'ads en lui-même, donc il y a déjà un clic de moins. Ensuite, avec le lead ads, donc avec le formulaire, les gens peuvent directement mettre leur contact. Encore une fois, ils n'ont pas besoin de sortir de l'application pour le faire. Donc moins de clics, donc plus de conversions, donc c'est mieux.
Et ça augmente du coup l'engagement, justement, parce que les gens n'ont pas besoin de faire des allers-retours sur des landing pages, etc. Tout est centralisé à l'endroit où ils voient la publicité, en l'occurrence. Donc c'est vraiment un format qui est parfait pour tout ce qui est e-books, les diapositives, si on a des PDF, des PowerPoint qu'on veut montrer, des études de cas. Très intéressant pour les infographies, si on veut montrer un peu les résultats d'une recherche ou quelque chose comme ça. Et puis justement, comme je disais, les guides ou les fiches produits. Voilà, donc ça c'est pour les document ads. Et là, ce que je me suis dit, encore une fois, c'est pas une réelle nouveauté, mais c'est juste quelque chose que je pensais qui pouvait être intéressant parce que c'est vrai que souvent, on a un peu la question, d'accord, mais sur LinkedIn, qu'est-ce que je peux faire comme post? Et du coup, on n'en fait pas beaucoup. Et donc là, j'ai un peu listé 10 idées de contenu que vous pouvez faire sur LinkedIn. Alors, vous n'êtes pas obligé de tous les faire, mais on peut diversifier son contenu. Pour les 2 premières choses, ce qui est important, et c'est un peu compliqué de comprendre la différence parce qu'on a toujours l'impression de savoir. Parce que newsletter, quand on parle de newsletter, pour nous, c'est très clair, c'est quelque chose qu'on reçoit dans son email, c'est un mail en fait, avec des news, sauf que pour LinkedIn, c'est pas le cas. Pour LinkedIn, en fait, c'est comme un canal de distribution de vos articles. Donc c'est le point 1 et le point 2. C'est-à-dire qu'en fait, le processus, c'est que vous allez écrire un article, dont l'avantage d'un article, c'est simplement qu'on va beaucoup plus pouvoir écrire sur un thème que juste un post, parce qu'un post, c'est 3000 caractères. Sur un article, on peut aller jusqu'à 100 000, donc c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Et puis ensuite, on va vraiment pouvoir montrer son expertise, détailler, etc., le thème, notre point de vue sur ce sujet-là. Donc c'est un peu comme un blog post, en fait, c'est comme un article de blog. Et ensuite, en ayant écrit ça, on peut demander à nos membres, à nos followers. Donc c'est à partir de 150 followers qu'il faut avoir sur la page ou en tant que membre. Et on peut demander à ce qu'ils s'abonnent à notre newsletter. Et ça veut dire qu'en fait, en s'abonnant à notre newsletter, encore une fois, il faut vraiment utiliser des guillemets parce que c'est vraiment pas ce qu'on imagine, en fait, ça va juste leur booster, leur donner l'information quand on fait un nouveau blog post. Donc ça veut dire que quand il y aura un nouvel article de blog, eh ben, eux, ils seront informés. Sinon, ça sera juste un post organique, etc. Mais là, il y aura une notification supplémentaire, donc c'est un peu ça la différence. C'est un peu difficile de vraiment sentir la différence, mais si vous l'essayez, vous verrez ce que j'entends par là. Ensuite, bien sûr, le contenu live, comme ici, c'est un webinaire, c'est live. En l'occurrence, on n'est pas sur LinkedIn, mais on pourrait. Et ça, c'est sûr que ça aide beaucoup aussi, parce que là encore, si on le fait directement sur LinkedIn, il y a moins de clics vers d'autres plateformes. On peut directement rentrer, etc. Et puis, le contenu live, c'est toujours intéressant. Les gens peuvent suivre, comme ici. J'espère aussi engager, mettre des commentaires, poser des questions, etc. Et ça rend le tout beaucoup plus interactif. Se faire des sondages aussi, poser des questions pour mieux comprendre aussi quelles sont les attentes, quels sont peut-être les questionnements. Est-ce que les gens comprennent en fait vos produits? Ou est-ce qu'ils ne comprennent pas? Quel est le problème? Ou, bon, pas forcément toujours tout tourner de manière négative, mais aussi peut-être qu'est-ce qu'ils apprécient particulièrement? Quels sont les produits, les services qu'ils apprécient vraiment de manière particulière chez vous, en tant que marque. Ensuite, on peut aussi avoir un peu, et là c'est un petit peu plus, faut un peu plus de courage, mais on peut mettre son grain de sel sur un thème, un sujet d'actualité, et vraiment avoir une sorte de statement. Dire, voilà, moi sur ce sujet-là, donc en général, essayez de quand même rester sur ce qui fait du sens dans votre industrie, bien entendu, mais d'avoir un peu une position forte et de leader dans l'industrie dans laquelle vous évoluez. Lancement de produits, bien entendu, très important de communiquer là-dessus, les succès de l'entreprise. Quand un coup, on a ne serait-ce que des nouveaux employés, qu'on a peut-être gagné un prix, des choses comme ça, tout ça c'est important de communiquer dessus. Aussi montrer les gens justement derrière l'entreprise, parce que justement comme j'ai écrit, les gens achètent aux gens. Donc montrer un peu la tête des personnes qui se cachent derrière l'entreprise pour un peu humaniser aussi l'entreprise et que du coup on ait plus de liens finalement avec l'entreprise elle-même. Des événements, donc vous l'avez vu, vous ne l'avez peut-être pas encore vu, mais je pense que vous l'avez quand même vu parce que ça fait plusieurs événements que je mets sur LinkedIn. Vous pouvez voir les événements, les jeudredis, vous pouvez voir les webinaires, etc. C'est tous des événements LinkedIn que je mets aussi. Donc c'est une bonne façon aussi d'inviter son network à assister à ces événements-là. Et puis finalement,
un texte dans l'image, c'est toujours un peu intéressant parce que ça attire l'attention. C'est vrai que si on fait une grande image, et dernièrement, j'ai eu ce cas en parlant avec quelqu'un qui avait fait un post où il cherchait, ils étaient à la recherche d'un vidéaste, par exemple, et ils m'ont dit « Ah oui, on a fait un post où on a noté qu'on cherchait un vidéaste. » Quand j'ai regardé le post en question, il y avait une image qui était juste l'image de l'événement en question, donc c'était juste un flyer de l'événement. Ensuite, dans la description, il y avait tout un texte descriptif de l'événement en tant que tel. Et vraiment, la dernière phrase avant les hashtags, c'était écrit « Ah, si jamais on cherche un vidéaste ». Donc là, c'est sûr que c'était impossible que quelqu'un voie ça parce que c'était tellement loin dans la caption, dans le texte. Et puis parce qu'en fait, ça demande beaucoup trop d'engagement. Ça veut dire que la personne, déjà, il faut avoir vu. En plus, de manière organique, vous connaissez la portée organique qui est très petite. Sur LinkedIn, un peu moins que sur Meta, mais quand même. Donc déjà, faut espérer que la personne ait vu le post. Ensuite, elle a vu juste un flyer d'un événement. Là, ça ne dit encore rien sur le fait qu'on cherche un vidéaste. Ensuite, il faut lire le texte. Il faut lire tout le texte, qui est relativement long. Et après, à la fin, on a une phrase qui dit ça. C'est clairement pas suffisant. Là, on aurait meilleur temps d'avoir mis le texte directement dans l'image. Comme ça, c'est catchy. On voit directement, ah d'accord, les personnes cherchent pour cet événement un vidéaste. Et le message est relativement clair en quelques secondes. Donc voilà. Ça, c'est un peu les idées de contenu pour LinkedIn. Et puis ensuite, on passe à Meta. Donc Meta, là encore, c'est pas tant une nouveauté, c'est plus une nouveauté de notre côté. C'est-à-dire qu'on vous présente un cas que vous avez peut-être déjà vu sur les réseaux, sur nos réseaux parce qu'on l'a posté il y a quelques semaines. Donc c'est le cas, la campagne internationale sur les réseaux pour le championnat du monde de hockey qu'on a fait, donc hockey sur glace, pardon, qu'on a fait il y a quelques temps. Donc là, c'était vraiment l'idée de sensibiliser et d'augmenter l'engagement autour de cet événement-là, de manière internationale. Et on a pu, si vous avez vu nos visuels du post, avoir plus de 12 millions d'impressions en un mois, il me semble. On avait Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, etc. dans chacun des pays. On avait un contenu localisé, donc forcément, dans chacun des pays, on avait un contenu différent et adapté du coup au public en cible. Et on a pu avoir donc justement un CPM en dessous de 1,70 $, très bas. Plus de 1,7 million de vues sur les vidéos et clairement une augmentation, ce que je disais avec les 12 millions d'impressions, importante autour de la notoriété de la Coupe du Monde. Je crois qu'au Community Management, ils vont vous mettre un lien, vous pouvez voir directement l'article, où vous aurez plus d'informations sur ce cas-là. Ensuite, il y a des nouvelles fonctions dans les groupes Facebook. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les groupes Facebook, encore une fois, en tant qu'utilisateur ou non-utilisateur de Facebook, on a parfois l'impression que les groupes, c'est SO 2000 quelque chose, il y a longtemps. Mais en fait, non. Il y a quand même encore la plupart des utilisateurs Facebook qui sont dans au moins 15 groupes actifs. Et chaque jour, il y a quand même plus de 100 millions, donc ça c'est au niveau mondial bien entendu, 100 millions de personnes qui rejoignent un groupe dans le monde entier. Donc, du coup, Meta a quand même fait des évolutions là, à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on peut faire des rooms de discussion, mais ça existait déjà depuis le Covid. On peut publier des Reels exprès qui sont juste du coup dans les groupes en question. On peut aussi partager un événement qu'on met public sur Facebook sur la story Instagram du groupe ou la story tout court du groupe. Et puis, on peut faire des chats communautaires, ce qui est intéressant dans le sens où peut-être que là, vous avez l'exemple de Women Who Surf. Donc, vous pouvez être dans un groupe où c'est des femmes qui aiment surfer. Et puis après, vous avez peut-être un chat au niveau de il y a certaines personnes qui veulent peut-être se voir toutes les semaines, d'autres qui veulent faire des surfing retreats et différents thèmes. Et du coup, il y a des chats par thème, encore sous-thème, sous le grand thème du groupe en fait. C'est un peu ça l'idée. Et finalement, ça peut être très intéressant pour justement connecter encore mieux. Et, parce que c'est vrai que dans les groupes, sinon, si on met tout dans le feed, finalement, au bout d'un moment, il y a tellement d'informations qu'on se perd, alors que là, ça filtre un peu l'information en fonction des intérêts de chacun. Ensuite, l'attribution de clics à 28 jours. Donc ça, c'est quelque chose qui avait disparu, qui n'existait plus. Donc là, on était plutôt sur une attribution de clics on est toujours d'ailleurs, sur 7 jours ou 1 jour, mais plus à 28, ce qui était possible avant.
Là, l'important de savoir, et la petite nuance à apporter, c'est que c'est pas parce que c'est revenu que ça veut dire qu'on peut optimiser sur 28 jours. On peut toujours qu'optimiser sur 1 ou 7, mais on peut avoir le comparatif avec 28 jours. Donc du coup, ça donne plus d'informations aussi sur quand est-ce que exactement les gens ont converti, on fait la conversion. L'attribution de clic, ça veut dire entre le moment où les gens ont cliqué dessus, sur une ad, et le moment où ils ont converti. Donc parfois, en fait, finalement, c'est un peu... Ça essaye de remontrer en fait, le temps d'achat, en fait, le processus d'achat entre le moment où on va voir la publicité et acheter. Et ça, en fait, avant, on pouvait optimiser sur 28 jours de ce temps-là. Maintenant, c'est entre 7 et 1 jour, mais on peut voir maintenant de nouveau les résultats sur les 28 jours. Donc encore une fois, ça, c'est toutes des choses qui ne sont possibles que si on a des pixels qui sont intégrés correctement, parce que sinon, forcément, on ne peut pas traquer tout ça. Ensuite, d'autres mises à jour méta. Donc là, je vous ai mis un peu tout ensemble parce que finalement, c'est des petites mises à jour assez rapides qui ne demandent pas toute une explication. C'est un peu une sorte de flash news des news méta. Premièrement, la possibilité de faire des carousels de Reels. Donc, on peut avoir un Reels après l'autre. Donc, c'est la même chose. Les carousels, on connaît. Ça existe dans le feed. Maintenant que ça existe aussi en Reels, ça existe aussi en Story. Mais là, maintenant, c'est en Reels. Donc, c'est la même chose. C'est jusqu'à 10 images et vidéos qui peuvent s'enchaîner et avec des URL séparées. On peut faire du contenu, de la publicité de contenu avec différents partenaires, parce que jusqu'à maintenant, on pouvait dire branded content de une marque. Maintenant, on va pouvoir faire plusieurs marques. On va pouvoir dire, là, dans cette collaboration, il y a plusieurs marques qui collaborent en même temps. Ou bien là, le créateur de contenu collabore en même temps avec plusieurs marques. Donc ça, c'est quelque chose qui était aussi, qui n'existait pas jusqu'à maintenant. La publicité Instagram sur le feed du profil, ça c'est un peu un test, c'est pas encore vraiment launché pour tout le monde. Ils sont en train de tester sur les profils publics de plus de 18 ans, donc en fait, et particulièrement aux États-Unis, il me semble. En fait, c'est l'idée que quand... C'est un peu difficile de se rendre compte, mais en fait, l'idée c'est que quand on irait sur le profil de nos amis et qu'on scrolle un peu tous les posts des amis, qu'au milieu, on ait de la publicité. Parce qu'actuellement, si on va sur le profil de XY, qu'on clique sur une image et qu'on scrolle, on n'a que les posts de l'ami en question qui s'affichent. Mais là, l'idée, c'est d'intégrer encore de la publicité entre les deux. Donc là, ils font des tests, on verra bien si c'est concluant ou pas. Par contre, quelque chose qui a été concluant et qui a été launché, et je pense que vous avez peut-être remarqué si vous utilisez régulièrement Instagram, c'est que maintenant, on peut mettre de la musique sur les posts, donc les feed posts qui sont des images, par exemple, et des carousels aussi. Et l'idée, c'est d'ajouter, parce qu'on avait parlé aussi déjà dans les précédents webinaires, mais que la vidéo maintenant prend un peu beaucoup plus d'ampleur que les images en fait, et que c'est vrai que pour les gens qui ne veulent pas, peut-être parce qu'ils sont photographes, peut-être parce que tout simplement ça n'a pas de sens par rapport à leur contenu, forcément faire des vidéos, avec des images, c'est vrai que l'attention, elle passe vite à autre chose, on regarde plus trop, etc. Et c'est pour ça que là, ils ont voulu intégrer la musique pour un peu donner une atmosphère aussi, pour donner une atmosphère à l'image et pas juste quelque chose de très, très froid finalement. Et là, par l'image, après, on peut avoir son avis sur à quel point ça aide, mais en tout cas, c'était l'idée. Et c'est vrai que ça peut donner un petit plus, en tout cas, aux images. Et le dernier, donc ça c'est la dernière nouveauté, c'est les lead ads. Donc ça, c'est encore une fois pas une nouveauté en soi, c'est plutôt une nouveauté par rapport à l'utilisation qu'on en a faite dernièrement. Je vous en avais déjà parlé dans un précédent webinaire, mais pour des marques de voitures, d'automobiles, on fait des campagnes Always On où on crée des test drives, où on génère plutôt des test drives pour tous les modèles de cette entreprise. Et là, en fait, dernièrement, on faisait ça surtout, je vous avais expliqué aussi, je crois, avec un tunnel de vente en 3 étapes, etc. etc. Et c'était plutôt des link posts à la fin qui amenaient sur une landing page et ça existe toujours d'ailleurs, qui amène sur une landing page et où on peut s'inscrire pour un essai sur route. Et là, ce qu'on a testé dernièrement, c'est de le faire avec des lead ads. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup moins de nombre d'abandons, parce que forcément, encore une fois, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec LinkedIn, moins de clics, donc moins de pertes, plus rapide, parce que tout se passe dans le même réseau, et puis plus de conversions, du coup,
et aussi, du coup, le prix, en tout cas, d'une génération d'essais a baissé quand même de 40%, ce qui est énorme. Enfin, ça veut dire que c'est presque, si on est un peu généreux et qu'on dit que c'était presque 50%, ça veut dire qu'on a presque réduit de moitié le coût de la génération d'un essai sur route. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est en mixant les deux. C'est pas, alors le lead ads, il amène un certain volume de leads en plus, mais le reste aussi. C'est vraiment un mix parce qu'on voulait pas forcément abandonner l'un pour l'autre, sachant que il y a aussi une question de qualité. Est-ce que les leads des lead ads sont qualitativement meilleurs? Ça, c'est quelque chose qu'il faudra après voir en garage, etc. Et c'est des choses sur lesquelles on va plus pouvoir analyser d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, pour voir si effectivement ça fait au niveau de la qualité des leads, si on peut dire quelque chose à ce niveau-là aussi. Mais en tout cas, au niveau de la quantité des leads, là, on voit un net changement et du coup de la réduction du prix du lead, sachant que à ce moment-là, le lead, c'est du moment on s'est inscrit pour un essai sur route. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. C'était beaucoup d'informations. Et maintenant, c'est un peu à vous. Je vais regarder ce que vous avez posé comme question et je vais y répondre. Donc, posez-moi vos questions. Alors... Oula, il y a beaucoup de texte. Comment TikTok sait si les utilisateurs sont prêts à l'achat? Alors, en fait, c'est un peu la même chose par rapport aux pixels. C'est-à-dire qu'avec les pixels qu'on met sur le site internet, c'est vrai qu'il y a cette histoire de traçage dont je vous parlais. Et en fait, l'algorithme TikTok va supposer qu'on est prêt à l'achat quand, par exemple, on va avoir des comportements qui laissent penser ça. Comme, par exemple, ajouter des produits dans un panier. De manière assez claire, si on ajoute des choses dans un panier, c'est que probablement on a l'idée de l'acheter à un moment ou à un autre. Qu'on va peut-être regarder plusieurs fois le même produit, qu'on va revenir régulièrement, qu'on va peut-être cliquer sur plus d'informations, qu'on va peut-être cliquer sur les prix, qu'on va cliquer sur des choses, et peut-être qu'on va juste pas finir le processus d'achat, mais voilà, on sera quelque part dans le processus d'achat. Donc c'est un peu comme ça que TikTok peut avoir ces informations-là. Quand est-ce qu'il faut commencer à faire de la pub pour la Saint-Valentin sur Pinterest? C'est très simple. Il faut après Noël. En fait, j'ai regardé dernièrement et la trend, donc les premières demandes concernant la Saint-Valentin, se font à partir du 5 janvier. Donc ça veut dire après Noël, Nouvel An, après les fêtes, directement on enchaîne sur la prochaine, qui est la Saint-Valentin. Donc c'est vrai qu'en réalité, la préparation pourrait déjà se faire maintenant, mais bon, maintenant c'est un peu tôt, je dirais après Noël, dès qu'on a fait les premiers cadeaux de Noël, enfin les cadeaux de Noël, on passe au prochain cadeau et qui serait du coup la Saint-Valentin pour les gens qui la fêtent. Alors, comment s'y prendre pour que nos followers s'abonnent à notre newsletter? Il y a plusieurs façons, on peut les inviter à... En fait, je ne sais pas si vous avez déjà reçu ce genre d'invitation, moi je le reçois souvent. C'est une notification, en fait, c'est des gens qui, du coup, comme quand on invite les gens à des événements sur LinkedIn, de la même façon, on peut inviter nos followers à souscrire à notre newsletter. Encore une fois, une newsletter qui n'a rien à voir avec une réelle newsletter de ce qu'on entend par email, quoi. C'est vraiment une newsletter LinkedIn, à savoir un canal de distribution qui pousse les articles qu'on va faire en blog. Ce qui est très bien, mais ce qui n'est pas du tout l'image qu'on en a réellement. Peut-être que le terme aurait dû être un peu différent, parce que c'est vrai que du coup ça peut porter à confusion. Quel est l'impact maintenant les vidéos Reels sur notre feed Instagram depuis les changements? Alors, de quel changement on parle exactement ici, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu différentes releases effectivement sur Instagram au cours des derniers mois, années, même semaines. Il y a eu un bug d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, où il y a eu un énorme bug qui a pas mal mis en question aussi pas mal de créateurs de contenu sur le fait de leur dépendance à ce réseau, forcément, et que le travail était très dépendant de ce réseau-là. Mais les Reels restent quelque chose qui est très poussé par Instagram, parce que reste le format le plus novateur, disons, qui est finalement une copie assez claire de TikTok, mais qui reste une sorte de format novateur.
Et donc Reels, ça reste le format le plus poussé, avec Story éventuellement, mais c'est vrai que Reels, c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus poussé, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, vu que justement, comme je disais, les Reels font même leur apparition, ont déjà fait leur apparition il y a quelques mois sur Facebook, font même leur apparition maintenant dans les groupes Facebook. Donc vraiment, les Reels, normalement, c'est vraiment ce qui, de manière organique, est le plus poussé par Meta de manière générale. Quelle est votre position par rapport à Twitter? C'est une très bonne question et qui fait clairement du sens à l'heure actuelle. Alors, par rapport à Twitter, nous, on a la même position que en fait, la plupart, les plus grands de nos clients qui ont décidé de, pour l'instant, mettre en pause ou de retirer en fait tout leur investissement qu'ils avaient sur Twitter actuellement, pour diverses raisons, mais la première étant que actuellement, au vu des événements qu'il y a eu les dernières semaines, c'est très peu clair dans quelle direction ça va aller. Et il y a eu clairement il y a eu plusieurs cas en fait de problèmes concernant la brand safety, donc où on a pu constater que ce soit des usurpations d'identité avec le badge qui est payant et qu'on peut s'acheter du coup, le badge qui confirme qu'on est le compte, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes avec ça, d'usurpation d'identité, etc. Donc je pense que vous connaissez les cas tout autant que moi, voire même plus. Donc en fait, tous ces cas-là font qu'on a beaucoup de mal de nos jours à voir la suite par rapport à la garantie de la brand safety. Donc on reste sur les mêmes positions que nos plus gros clients et on se dirait que pour l'instant, on n'investirait pas sur de la publicité sur Twitter. Donc voilà. Ça, c'est pour cette question-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'en vois pas d'autres pour l'instant. Je vais en profiter pour vous dire encore 2-3 choses en attendant de voir s'il y a d'autres questions qui arrivent dans les 2 minutes à venir. Alors déjà, première chose, il y a dans 2 jours, il y a le prochain jeudi du marketing. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'espère que vous connaissez. C'est un événement du coup de networking avec la plupart surtout des gens du marketing ou de la communication de manière générale. Et donc la prochaine édition est le 24 novembre, 2 jours avant mon anniversaire. Donc si vous voulez cheers avec moi à mon anniversaire, vous êtes les bienvenus. Et la prochaine sera le 15 décembre, si je ne m'abuse. Vous pouvez déjà vous inscrire aussi pour la prochaine édition sur la landing page que je vous enverrai par la suite dans le mail de remerciement. Et aussi, je voudrais aussi, déjà, j'espère teaser un peu, j'espère que ça sera possible, mais en tout cas, j'y travaille, d'avoir une petite surprise en janvier pour le premier jeudi de l'année, avec des invités de qualité, j'espère, et qui vous donneront encore plus d'informations sur un certain réseau en particulier. Je vous laisse avoir vos suppositions sur quel réseau ça sera. Mais j'y travaille et j'espère pouvoir vous en dire plus très rapidement. Donc, si vous voulez rester... Donc là, je pense qu'il n'y a plus de questions, donc je vais retourner sur ma présentation. Voilà. Donc, si vous voulez rester informé de ce qui se passe sur les réseaux, sur nos réseaux à nous, suivez-nous, forcément. Et du coup, vous serez informé des prochains jeudis à venir, des prochains webinaires à venir aussi, parce que là, donc c'est tous les 2 mois les webinaires pour les personnes qui n'auraient pas suivi. Et en fait, le prochain sera probablement fin janvier, début février, mais la date sera dans le mail que je vous enverrai tout à l'heure. Et puis, les jeudis, justement, qui recommenceront fin janvier, avec, j'espère, une petite surprise pour vous. Si vous voulez intégrer il y a aussi un groupe sur LinkedIn, donc les jeudis du marketing, dans lequel je poste en général en avant-première en fait, les événements qui vont se passer. Et du coup, comme ça, vous avez un peu l'information en avance et en exclusivité. Et sinon, merci encore d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que ça vous a informé sur plein de choses. J'espère que vous avez appris des choses. Et puis qu'on se reverra tout bientôt
pour la prochaine édition. En attendant, bonne fête, du coup, parce que l'Avent commence déjà là, ce week-end. Donc, bonne fête de fin d'année. Je me réjouis pour ceux qui viendront jeudi de boire à notre santé, à tous. Et puis sinon aussi au jeudi de décembre pour fêter un peu Noël avant l'heure. Sinon, pour ceux qui ne participent qu'au webinaire, je vous retrouve du coup fin janvier, début février, je vous dirai quand, pour la prochaine édition. Merci beaucoup et puis bon appétit. Au revoir.